Un grand vaisseau spatial commercial appelé Nostromo, transportant 20 millions de tonnes de minerais, se dirige vers la Terre. Ses 7 membres d'équipage dorment dans leur couchette en stase lorsque l'ordinateur du navire Mover reçoit soudain un appel de détresse provenant d'une planète voisine. Conformément au protocole, Mover réveille l'équipage qui tente de localiser l'appel. Afin d'en savoir plus, une équipe décide de sortir explorer la planète et découvre un vaisseau extraterrestre abritant le fossile d'un humanoïde dont le torse a visiblement éclaté. En poursuivant leur exploration, Ken, un des membres de l'équipage, trouve un repère parsemé d'œufs semi-transparents. Lorsque l'un des œufs s'ouvre, un parasite surgit brusquement de l'intérieur et s'agrippe au visage de Ken qui perd aussitôt connaissance. De retour dans le Nostromo, la créature finit par se détacher du visage de Ken, mais lors d'un dîner avec l'équipage, il est pris de convulsions violentes. Sa cage thoracique explose, laissant s'échapper une créature vivante qui se faufile dans les sombres couloirs du Nostromo. Seems to have life. Organic life. Ridley Scott est un producteur et réalisateur anglais considéré comme l'un des plus grands d'Hollywood. Il est né le 30 novembre 1937 en Angleterre, dans une famille militaire très respectée. Son père, qui travaillait pour les forces armées britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, était souvent absent et c'est sa mère qui a pris soin de lui et de ses 2 frères, dont Tony Scott, le futur réalisateur de Top Gun et du Dernier Samaritain qui mettra fin à ses jours en 2012. Passionné de dessin, il étudie dans une école d'art entre 1954 et 1958, où il en sortira avec un diplôme en design qui lui sera bien utile 20 ans plus tard. Son intérêt pour la science-fiction a commencé en lisant les romans de H.G. Wells lorsqu'il était enfant. Il a également été influencé par des films de science-fiction tels que Le jour où la Terre s'arrêta ou Des monstres attaquent la ville, mais le choc est venu quand il a découvert 2001 l'Odyssée de l'espace, réalisé par Kubrick. La première tentative de réalisation de Scott est un court-métrage ayant pour titre Boy on Bicycle, qui mettait en vedette son frère Tony et son père. En 1968, il crée avec Tony sa propre société de production, Ridley Scott Associates, et commence à produire des publicités télévisées, en particulier celles pour le parfum Chanel 5, dont le style narratif trouve un écho positif auprès du grand public. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Beyond time and fashion, today and tomorrow, share the fantasy. Chanel No. 5. C'est en 1977 qu'il réalise pour moins de 900 000 $ son premier long-métrage Les Duellistes, qui se déroule en France pendant les guerres napoléoniennes et se concentre sur une série de duels entre 2 officiers rivaux. Le film est présenté au Festival de Cannes où il remporte le prix du meilleur premier film, ce qui lui ouvrira les portes d'Hollywood malgré son échec au box-office. L'année suivante, la Fox propose à Ridley Scott le poste de réalisateur sur Alien, devenu au fil des années un classique culte, tout comme son autre chef-d'œuvre réalisé en 1982, Blade Runner. Mais Scott ne s'arrêtera pas en si bon chemin, puisqu'il offrira un autre film d'une beauté visuelle sidérante, Legend, avec un tout jeune Tom Cruise en tête d'affiche. Après l'anecdotique Traqué, un polar romantique qui apparaît comme une récréation pour Scott après 3 films à la logistique assez lourde, il enchaîne avec l'excellent Black Rain tourné en grande partie au Japon. En 1991, son road movie Thelma et Louise est un gros succès au box-office et remporte de nombreux prix dont l'Oscar du meilleur scénario original. De son côté, Scott est nommé dans la catégorie meilleur réalisateur, mais ne remportera pas la statuette. La suite de la carrière de Scott est faite de haut et de bas, autant du côté du box-office que dans le choix de ses autres projets. Entre un 1492 pas spécialement passionnant et un lame de fond que j'ai déjà oublié, il entamera les années 2000 sous de meilleurs auspices avec l'énorme carton de Gladiator, qui remet au goût du jour un genre disparu depuis les années 60, le péplum. Le film remportera 5 Oscars, dont celui du meilleur acteur pour Russell Crowe. Scott enchaîne les tournages et s'attaque ensuite à Hannibal, la suite du Silence des agneaux, avec toujours Anthony Hopkins dans le rôle titre et Julianne Moore à la place de Jodie Foster, qui ne souhaitait pas reprendre son personnage.
Formellement, le film est réussi, mais j'avoue être un peu moins fan de cette accumulation de scènes chocs un peu gratuites. Toujours dans les années 2000, il réalise entre autres La chute du Faucon Noir, que j'ai beaucoup aimé, le drame historique Kingdom of Heaven, l'intéressant American Gangster, Mensonge d'État, puis revient à la saga Alien en 2012 avec Prometheus, qui sera une grosse déception pour beaucoup de monde, dont moi, mais ce n'est rien à côté d'Alien Covenant, où même Scott semble un peu perdu dans son propre récit. Entre les deux, il met en scène Seul sur Mars, son dernier gros succès au box-office depuis Gladiator. Après une pause de 4 ans, il fait ce retour en 2021 dans Le Dernier Duel, puis House of Gucci la même année, avant de s'attaquer à la vie de Napoléon, son dernier film à ce jour que je n'ai pas encore vu. Il vient de terminer le tournage de la suite de Gladiator, qui doit sortir dans le courant de cette année. 5, 4, 3, 2, 1. Disengage. Umbilicus clear. Money's safe. Let's take her down. Susan Alexandra Weaver est née le 8 octobre 1949 et a commencé à s'appeler Sigourney après avoir découvert ce nom dans Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald. Après avoir suivi des cours d'art dramatique, elle commence sa carrière artistique au théâtre avant de décrocher un petit rôle en 1977 dans le film de Woody Allen, Annie Hall, mais c'est sa performance dans Alien qui propulse Sigourney Weaver au rang de célébrité. Au cours de la décennie suivante, elle joue dans une multitude de films très bien accueillis, notamment L'année de tous les dangers de Peter Weir avec Mel Gibson et la comédie culte d'Ivan Reitman SOS Fantôme. En 1986, Sigourney Weaver reprend son rôle de Ripley pour la suite d'Alien, Aliens le retour, qui a valu à la star une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice. 2 ans plus tard, elle prête ses traits à la zoologiste Diane Fossey dans Gorille dans la brume de Michael Apted et remporte une nouvelle nomination aux Oscars pour sa performance. Elle côtoie ensuite Harrison Ford dans Working Girl de Mac Nichols et conclut les années 80 avec la suite de SOS Fantôme, toujours réalisée par Ivan Reitman. Weaver entame les années 90 avec Alien 3, le 3e film de la saga initiée par Ridley Scott. Parmi ses autres rôles significatifs, Présidente un jour, où elle interprète une fausse première dame des États-Unis, La jeune fille et la mort de Roman Polanski, puis reprend pour la 4e fois son personnage de Ripley dans Alien Résurrection, le moins bon des 4 films. En 1999, elle sera à l'affiche de la brillante comédie de science-fiction Galaxy Quest, aux côtés du regretté Alan Rickman. Ces dernières années, Sigourney Weaver a continué de démontrer sa volonté de rechercher des projets intéressants, comme en 2004 dans Le Village de M. Night Shyamalan. En 2009, elle retrouve James Cameron pour Avatar, ainsi que sa suite sortie en 2022, et en 2014, Ridley Scott la dirige une 3e fois pour le drame historique Exodus. On reverra cette très talentueuse comédienne en 2024 dans le nouvel opus de SOS Fantôme et en 2025 dans Avatar 3. If we let it in, the ship could be infected. You know the quarantine procedure. 24 hours for decontamination. It could die in 24 hours. Open the hatch. Listen to me. If we break quarantine, we could all die. Look, could you open the goddamn hatch? We have to get him inside. No. I can't do that, and if you were in my position, you'd do the same. Ripley, this is an order. Open that hatch right now. Do you hear me? Yes. Ripley, this is an order. You hear me? Yes. Né le 25 août 1933 dans le Michigan, Tom Skerritt a fait ses débuts professionnels sur le grand écran en 1962 dans un film de guerre, War Hunt. Mais son premier rôle important, il l'obtiendra dans la comédie MASH, réalisée par Robert Altman en 1970, et bien sûr quelques années plus tard dans Alien. Par la suite, il est apparu dans le film d'exploitation Philadelphia Security de Lewis Teague, puis en capitaine de police dans Dead Zone de David Cronenberg, en commandant instructeur dans Top Gun, réalisé par le frère de Ridley Scott, Tony. Il sera l'oncle de la jeune Caroline dans Poltergeist 3 de Gary Sherman, ou encore le père de Charlie Sheen dans La Relève de Clint Eastwood. Si on le retrouve encore à l'affiche de quelques films au cours des années 2000, c'est essentiellement à la télévision qu'il sera le plus actif. I went out 5 times with another science officer. They replaced him 2 days before we left Thetis with Ash. I don't trust him. I don't trust anybody.
What's happening with the repairs? How's it going? Oh, they're pretty much finished now. Why the hell didn't you tell me so? Well, because there's still some things left to do. Like what? Well, we're blind on B and C decks. The reserve power system's Oh, no, that's a bunch of horse shit. We can take off without that. Figure bien établie de la Royal Shakespeare Company, Ian Holm est né près de Londres le 12 septembre 1931. Il commence sa carrière au théâtre dans le milieu des années 50, avant de faire ses premiers pas au cinéma en 68 dans L'Homme de Kiev de John Frankenheimer. Dans les années 70, il sera à l'affiche de 2 films de Richard Lester, Terreur sur le Britannique et La Rose et la Flèche aux côtés de Sean Connery et Audrey Hepburn, mais il s'est surtout fait connaître du grand public en incarnant le célèbre androïde Ash dans Alien. Après le film de Ridley Scott, on a pu le voir dans Les Chariots de Feu de Hugh Hudson, rôle qui lui a valu une nomination aux Oscars ainsi qu'un prix spécial au Festival de Cannes, Greystock, où il retrouve le réalisateur des Chariots de Feu, le Frankenstein de Kenneth Branagh, le 5e élément de Luc Besson et le joli film d'Atom Egoyan de Beau Lendemain. Plus récemment, il a incarné Bilbo Baggins dans les trilogies Le Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Anobli par la reine d'Angleterre en 98, Ian Holm nous a quittés il y a 4 ans, à l'âge de 88 ans. Our guest. Well, as I said, I'm still collating, actually, but I have confirmed that he's got an outer layer of protein polysaccharides. He has a funny habit of shedding his cells and replacing them with polarized silicon, which gives him a prolonged resistance to adverse environmental conditions. Descendant de la royauté camerounaise du côté de son père, Yaphet Kotto est né le 15 novembre 1939 à New York. Acteur à la carrure imposante, Yaphet Kotto commence sa carrière d'abord sur les planches puis au cinéma en 1964 avec le film Nothing But a Man. Il apparaît ensuite en gangster dans l'affaire Thomas Crown de Norman Jewison, avant d'obtenir son premier rôle important en 1972 dans le film policier Meurtre dans la 110e rue de Barry Shear. L'année suivante, il est choisi pour incarner le méchant du premier James Bond avec Roger Moore, Vivre et laisser mourir. Comme tous les autres acteurs du film, le succès d'Alien mettra un coup d'accélérateur à la carrière de Kotto, puisqu'on le verra par la suite dans Brubaker de Stuart Rosenberg, La Nuit des Juges de Peter Iams, Running Man de Paul Starsky-Michael Glaser, et surtout en agent du FBI qui se fait voler son badge par Robert De Niro dans l'excellent Midnight Run de Martin Brest. Yaphet Kotto est décédé en 2021 à l'âge de 81 ans. But this is a commercial ship, not a rescue ship. Right. And it's not my contract to do this kind of duty. And what about the money? If you want to give me some money to do, I'd be happy to oblige. Man's right. Let's go with the bonus situation. We never Can we let's just talk about the bonus Sorry, situation. can I say something? Let's talk about the bonus situation. There is a clause in the contract which specifically states any systematized transmission indicating a possible intelligent origin must be investigated. John Hurt est né le 22 janvier 1940 en Angleterre. Il obtient son premier rôle en 1966 dans le film de Fred Zinman, Un homme pour l'éternité, et figure par la suite dans un certain nombre de pièces de théâtre. En 1978, il est choisi pour interpréter un prisonnier torturé dans le drame d'Alan Parker, Midnight Express, une prestation qui lui a valu un Golden Globe, en plus d'une nomination aux Oscars. Après le succès d'Alien, il incarne le difforme John Merrick dans le bouleversant Elephant Man de David Lynch, rôle qui lui a valu une autre nomination aux Oscars. On le verra également dans 1984, d'après le roman de George Orwell, dans le passionnant The Hit de Stephen Frears, ou encore dans le méconnu et sous-estimé La Nuit de l'évasion. Hurt a aussi fait partie de la franchise Harry Potter, puisqu'il joue le rôle de Monsieur Ollivander, le marchand de baguettes. En 2006, il interprète le chef de la dictature fasciste dans V for Vendetta, puis Steven Spielberg lui offre le rôle du professeur Oxley dans Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Ce grand acteur à la carrière exceptionnelle est mort en janvier 2017, à l'âge de 77 ans. How you doing? Terrific. Next silly question. Oh, thank you. You remember anything about the planet? What's the last thing you do remember? Huh? I remember a horrible dream about...
Harry Dean Stanton, décédé à l'âge de 91 ans, était un artiste vintage, n'ayant atteint son plein potentiel qu'à la fin de la cinquantaine. Né le 14 juillet 1926 dans le Kentucky, il apparaît d'abord dans beaucoup de séries télé et dans de petits rôles au cinéma, mais sa carrière décolle vraiment à partir des années 70 avec Pat Garrett et Billy the Kid de Sam Peckinpah, Missouri Break d'Arthur Penn, Le Récidiviste avec Dustin Hoffman et Alien. On le verra également en 80 dans La mort en direct de Bertrand Tavernier, puis l'année suivante dans New York 97 de John Carpenter. Le public se souviendra aussi de sa performance décalée dans Ropoman et celle dans Paris, Texas, réalisée par Wim Wenders. Il fera également quelques apparitions remarquées dans 3 films de David Lynch, Sailor et Lula, Une histoire vraie, et dans le mystérieux Inland Empire en 2006. En 2017, il retrouve son partenaire d'Alien, Tom Skerritt, dans Lucky, son dernier film. J'ai déjà parlé de cette comédienne dans la rétrospective consacrée à l'invasion des profanateurs, version Philip Kaufman, un passage que vous pouvez voir à partir de 12 minutes 20 secondes. Juste avant Alien, Veronica Cartwright a joué dans l'invasion des profanateurs, que je viens de citer. Après le film de Ridley Scott, elle sera à l'affiche de Let of the Hero, toujours réalisé par Philip Kaufman. What? And end up like the others? No, you're out of your mind. You got a better idea? Yes. I say that we abandon the ship. We get the shuttle and just get the hell out of here. We take our chances and just hope that somebody Lambert. picks us up. The shuttle won't take 4. Well, then why don't we draw straws? I'm not throwing any straws. I'm for killing that goddamn thing right now. Okay. À l'origine du projet, on retrouve Dan O'Bannon, le futur réalisateur du Retour des morts-vivants et scénariste du dérangeant Réincarnation, Tonnerre de feu ou encore Life Force. L'impulsion qui a poussé Dan O'Bannon à écrire Alien est venue de Dark Star, une comédie de science-fiction à très petit budget réalisée par John Carpenter, qui comprenait un extraterrestre créé à l'aide d'un ballon de plage peint à la bombe. L'accueil relativement froid qu'a reçu Dark Star a conduit O'Bannon vers l'écriture d'un véritable film d'horreur avec un extraterrestre qui a l'air réel. Alors qu'il travaille sur ce nouveau concept, O'Bannon est contacté par son collègue scénariste Ronald Shusett, qui lui propose de collaborer sur une première version de ce qui allait devenir plus tard le Total Recall avec Schwarzenegger. Mais les deux hommes choisissent de poursuivre le concept d'O'Bannon en premier car ils pensent que ce serait le moins cher des deux à produire. Le projet à ce stade appelé Memory formera finalement la première moitié d'Alien, soit l'équipage d'un vaisseau spatial sorti de son sommeil artificiel suite à un signal de détresse provenant d'une planète inconnue. Cependant, O'Bannon n'a pas encore d'idée sur la menace extraterrestre qui les terroriserait par la suite. L'écriture sur Memory est alors mise en pause car O'Bannon accepte de travailler comme superviseur des effets spéciaux sur l'adaptation cinématographique de Dune que devait réaliser Alejandro Jodorowsky, un projet qui s'arrêtera prématurément faute de financement. Mais malgré cet échec, Jodorowsky présente O'Bannon à plusieurs artistes qui allaient influencer Alien, notamment le français Mobius et le suisse H.R. Giger. Inspiré par les œuvres à la fois troublantes et magnifiques de Giger, O'Bannon reprend son travail sur Memory. À la suggestion de Shusett, il combine le scénario avec un autre qu'il avait écrit sur des gremlins infiltrant un bombardier B-17 au-dessus de Tokyo pendant la Seconde Guerre mondiale. Le lieu a simplement été changé pour un vaisseau spatial, et du coup O'Bannon obtient la seconde moitié de son histoire, maintenant intitulée Star Beast. On attribue à Shusett le concept clé consistant à amener la créature extraterrestre à bord du navire en l'implantant dans un des membres de l'équipage pour ensuite éclater hors de son corps. O'Bannon, quant à lui, tenait absolument à ce qu'elle soit mortelle et devait donc trouver un moyen d'empêcher l'équipage de simplement la tuer. L'aide est finalement venue de Ron Cobb qui a suggéré de donner du sang acide à l'alien. Bien qu'il soit enthousiasmé par l'histoire, O'Bannon n'aimait pas le titre Star Beast et l'a changé en Alien après avoir remarqué le nombre de fois où le mot apparaissait dans le scénario. O'Bannon s'est inspiré de diverses sources pour son scénario, La chose d'un autre monde et son équipe de scientifiques poursuivis par une créature extraterrestre dans un environnement claustrophobe,
La planète des vampires, un film italien sorti en 1965, qui contient une scène dans laquelle les héros découvrent un squelette extraterrestre géant. Vous croyez qu'il vient de la Terre? Ça m'étonnerait. Même dans le passé, je n'ai jamais entendu parler. Regardez ça, là! Il faut au moins le triple de nous. Même les eaux commencent à être bien attaquées. Il doit être mort il y a une éternité. Je me demande bien à quel monde il peut appartenir. Alien life form. Looks like it's been dead a long time. Fossilized. Scott reprendra même un plan à l'identique quand le vaisseau atterrit sur la planète inconnue. Autre probable source d'inspiration, Bataille au-delà des étoiles, avec cette substance gélatineuse verte découverte sur une planète qui va se transformer en créature monstrueuse une fois ramenée dans le vaisseau spatial. Il n'est pas question de l'emporter. Allez, en vitesse, tout le monde à bord! Arrêtez! Ne le tuez pas! Alors qu'O'Bannon et Shusett s'apprêtaient à signer un accord avec le studio de Roger Corman pour produire Alien avec un petit budget, un ami leur propose de leur trouver une meilleure offre et transmet le scénario à Walter Hill, David Giller et Gordon Carroll de Brandywine Productions qui avaient des liens avec le studio de la Fox. Si Walter Hill est immédiatement attiré par cette histoire, David Giller est plus sévère sur le travail d'O'Bannon et de Shusett. Malgré cela, Hill et Giller aiment énormément la désormais célèbre scène du Cheeseburger et à partir de cette idée, les deux producteurs commencent à réviser le scénario. Ils ont entre autres proposé d'introduire le personnage de Ash et l'intrigue secondaire selon laquelle il serait un androïde agissant sur les ordres secrets d'une société. La bataille autour du scénario a conduit d'énormes tensions entre les 4 scénaristes, O'Bannon et Shusett d'un côté et Hill et Giller de l'autre. O'Bannon est allé plus loin en affirmant que Hill et Giller cherchaient simplement à justifier le retrait de son nom et celui de Shusett du scénario afin qu'ils puissent le revendiquer comme le leur. Selon O'Bannon, le film devait à l'origine être attribué uniquement à Hill et Giller. En conséquence, O'Bannon a déposé une plainte auprès de la Guilde des scénaristes qui a finalement statué en sa faveur. Malgré ces réécritures, la Fox n'a pas exprimé sa confiance dans le financement d'un film de science-fiction. Cependant, après le succès de La Guerre des Étoiles, l'intérêt du studio pour le genre s'est considérablement accru et finalement, Alien a reçu le feu vert de la Fox avec un budget initial de 4,2 millions de dollars. O'Bannon pensait réaliser le film, mais le studio a plutôt demandé à Walter Hill qui a refusé en raison d'autres engagements cinématographiques. Plusieurs autres noms ont circulé, John Boorman, Peter Yates, Robert Aldrich, mais O'Bannon, Shusett et l'équipe de Brandywine Productions ont estimé que ces réalisateurs ne prendraient pas le film au sérieux. Impressionnés par les duellistes, le premier long-métrage de Ridley Scott, Giller, Hill et Carroll lui proposent de diriger Alien, ce que Scott accepte rapidement. Celui-ci se met au travail et commence à créer des storyboards détaillés, ce qui a suffisamment impressionné la Fox pour doubler le budget du film. De son côté, Dan O'Bannon montre à Ridley Scott un exemplaire du Necronomicon, le livre d'art de Giger. Scott s'intéresse particulièrement à un tableau intitulé Necronome 4, qui a pour sujet l'une des créatures biomécaniques chères à l'artiste dont l'apparence est considérée comme bizarrement érotique en raison de sa tête en forme de phallus. Scott est fasciné par les visions cauchemardesques de l'artiste et décide de l'engager sur la production.
the thing about all these films, all monster films, or whatever you'd like to call it, is that the danger is how on earth are you going to finally do it? How are you going to make it, okay? And so that was one of the big concerns about how on earth it was going to be carried out, who was going to actually design it or create it. And I was shown the book, Necronomicon, okay, in Los Angeles, in fact by O'Bannon, who brought it in, and I nearly fell off the desk, said, that's it, and why look farther? And so that's how I saw it. It was as simple as that. I've never been so certain about anything in my life. And what impressed you most about his work? Again, it's one of those things where I think there are a lot of, say, artists in this area and of surrealism or whatever you like to call it. And I think Giger has an extra quality of, I think one of the most frightening things of all is a quality of reality combined with a sort of his own form of fantasy. And I think that's what makes it stronger, is the reality, not the fantasy. Yeah? And was it easy to work with him? Very, very. Giger a conçu et travaillé sur tous les aspects extraterrestres du film. La créature, bien sûr, mais aussi les décors de la planète, l'extérieur et l'intérieur du vaisseau découvert par l'équipage du Nostromo, ainsi que le Space Jockey, le pilote fossilisé qui se trouve à l'intérieur. Avec seulement 7 personnages humains dans l'histoire, Scott a cherché à embaucher des acteurs peu connus mais au talent incontestable afin de pouvoir concentrer la majeure partie de son énergie sur le style visuel du film. Il voulait que l'équipage du Nostromo ressemble à des astronautes travaillant dans un environnement réaliste, comme le fera plus tard Peter Iams sur Outland. Sigourney Weaver était la comédienne qui avait le moins d'expérience, mais Scott a été convaincu par ses différents essais et l'a choisie pour interpréter Ripley, rôle pour lequel elle sera payée $30 000. I found this down by the shaft, but no sign of him. Well, I guess that puts me in command. Oh, wonderful. Unless somebody has a better idea, we will proceed with the last plan. How are our weapons? Oh, they're fine, fine. This one here, you could use a little more fuel. Get it. Right. Pour aider les acteurs à se préparer, Scott a écrit plusieurs pages de trame de fond pour chaque personnage, expliquant son histoire. Il a filmé plusieurs de leurs répétitions pour capturer la spontanéité, ainsi que les tensions entre certains membres de la distribution. Alien a été filmé pendant 14 semaines du 5 juillet au 21 octobre 1978. Le calendrier de production était court en raison du faible budget du film et de la pression de la Fox pour terminer à temps. Pression mal vécue par Scott avec les visites incessantes des cadres du studio. Une équipe de plus de 200 artisans et techniciens a construit les 3 décors principaux, la surface du planétoïde extraterrestre, les intérieurs du Nostromo et du vaisseau spatial abandonné. The derelict is a flying machine, and I think if one does encounter, something at some point or other, I think it will be just so peculiar that it will be like nothing we expect. I wanted to do something which would evoke, I think, immediate, slightly gothic revulsion. It's sort of spooky, but it's sort of elegant, but there's something very worrying about it. Des tonnes de sable, de plâtre, de fibres de verre, de roches et de gravier ont été expédiées dans le studio pour sculpter le paysage désertique à la surface du planétoïde que les acteurs traversent en portant d'épaisses et volumineuses combinaisons spatiales qui n'avaient pas de système de refroidissement. La scène de la découverte du Space Jockey s'est avérée particulièrement problématique car la Fox ne voulait pas dépenser de l'argent pour un ensemble aussi coûteux alors qu'il ne serait utilisé que pour un seul plan. Mais l'équipe de production a réussi à convaincre le studio que la scène était importante pour impressionner le public et lui faire prendre conscience qu'il ne s'agissait pas d'une série B. Pour économiser de l'argent, un seul mur du décor a été créé et le pilote était assis sur un disque qui pouvait pivoter pour faciliter les prises de vue sous différents angles par rapport aux acteurs. Pour les scènes montrant l'extérieur du Nostromo, un train d'atterrissage de plusieurs mètres a été construit, mais cela ne paraissait pas assez grand pour Scott, alors il a demandé à ses 2 jeunes fils de remplacer les acteurs adultes avec des combinaisons spatiales plus petites pour faire paraître les décors plus grands. La même technique a été utilisée pour la scène dans laquelle les membres de l'équipage découvrent le Space Jockey.
when 2001 occurred, I think science fiction no longer became science fiction, it really became science fact. And was no longer fantasy, because the effects were no longer a little not so good. They were, you know, you weren't expected as an audience to sit there and expected to believe in something when you could see it wasn't really happening, okay, because you knew it was an effect. Can I release the zoom? Is there a, Nick, could we do that I mean, if we start level, almost nose down, as she starts to hit the strata, can you do that? Like a Concorde, yeah? So let's see it. How fast can that happen? All special effects, I think, are difficult. Special effects really depends on how long one goes on, you know, persevering, reworking, looking what you've done, reappraising, and then doing it again. La scène de Ken inspectant l'œuf a été tournée en post-production. Le facehugger fut la première créature conçue par Giger pour le film, passant par plusieurs versions de différentes tailles avant de choisir une petite créature avec des doigts ressemblant à ceux d'un humain et d'une longue queue. Le design du Chestburster a été inspiré par le tableau de Francis Bacon, 3 études de figures au pied d'une crucifixion. Le design original de Giger ressemblait à un poulet plumé, mais il a été repensé et affiné par Roger Deakins, un spécialiste des effets spéciaux. La scène a été tournée en une seule prise en utilisant un torse artificiel rempli de sang et de viscères, avec la tête et les bras de Hurt remontant de dessous la table. L'alien adulte était interprété par Bolaji Badejo, un étudiant nigérian dont la taille approchait les 2,18 m. Un costume d'une valeur de 250 000 $ a été spécialement conçu pour s'adapter à la silhouette élancée de Badejo, qui a dû suivre des cours de mime afin de créer des mouvements convaincants. Bien que Badejo ait été le principal acteur à endosser le costume de l'alien, des cascadeurs le remplaçaient dans plusieurs scènes. C'est le cas de celle où l'alien adulte est révélé pour la première fois lorsqu'il descend du plafond pour tuer Brett. Dans cette séquence, un cascadeur costumé était suspendu à des fils puis abaissé dans un mouvement gracieux. Les plans de l'alien à l'intérieur des bouches d'aération ne montraient pas non plus Badejo, car sa taille ne lui permettait tout simplement pas de rentrer dans le décor. La tête de la créature a été fabriquée séparément par Carlo Rambaldi, qui avait travaillé sur les extraterrestres de Rencontre du troisième type. Rambaldi a suivi de près les conceptions de Giger, en apportant quelques modifications afin d'incorporer les pièces mobiles qui animeraient la mâchoire et la bouche intérieure de la créature. Un système de charnières et de câbles était utilisé pour faire fonctionner la langue rigide de l'alien, qui dépassait de la bouche principale et avait une deuxième bouche à l'extrémité avec son propre ensemble de mâchoires mobiles. Rambaldi a finalement construit 3 têtes pour le film, 2 pièces entièrement articulées, et une 3e tête plus légère utilisée lorsque l'acteur jouant l'alien devait effectuer des mouvements rapides pendant les scènes d'action. Let's say there are seven or more sequences in the film involving specific, let's say, audience anticipation and fear, and the outcome maybe will be that I'll show something or won't be, I won't show something, right? The best audiences that I've seen come out relieved, but they're smiling and wondering, okay, but they're smiling because they know they've been put on the line for 2 hours. And they come out and realize it was all a fantasy, maybe. Une fois le tournage achevé, le travail de montage et de post-production a pu commencer
et s'est étalé sur environ 20 semaines. La collaboration entre Jerry Goldsmith et Ridley Scott a été particulièrement conflictuelle sur ce film. Le choix de Goldsmith pour écrire la partition d'Alien n'est pas de Scott, qui voulait travailler avec un musicien japonais, mais celui du studio qui préférait un compositeur plus expérimenté. Plutôt que de se concentrer sur des thèmes identifiables, Goldsmith a créé un paysage sonore sombre et dissonant qui évoque le vide de l'espace et correspond à l'atmosphère sombre et intense du film. I like to go see a film, any film that I'm doing, I try to see it first as an audience and react as the audience and try to distance myself from what I eventually have to do. Il a également cherché à créer un sentiment de romantisme et de mystère dans la scène d'ouverture qui se transformerait ensuite tout au long du film en suspense et en peur. Cependant, Scott n'aimait pas ce que Goldsmith avait composé pour ce générique et a demandé au compositeur de le réécrire sous une forme plus bizarre et étrange. I always think of space as being the great unknown and not as terrifying, but questioning. And so there's an air of romance about it. And that's why I like doing Star Trek, because it's very romantic and it paints space that way instead of all the weird things and all that. And I guess I approached Alien that way. There was this air of mystery, but there was sort of a beauty to it and the unknown. And I thought, well, let me play the whole opening very romantically and very lyrically, and then let the shock come as the story evolves. In other words, don't give it away in the main title. So I wrote this very nice main title. There's sort of mystery, but it was a lyrical mystery. It didn't go over too well, and really I had major disagreements over that. So then I subsequently wrote a new main title, which was the obvious thing, weird and strange, and which everybody loved, and I didn't love, and it was very interesting. Consequently, I kept getting kudos for years after on the main title I wrote for Alien, which was not exactly my choice, and the original one I wrote took me like a day to write it, and the alternate one took about 5 minutes to write. L'autre conflit qui a opposé les deux hommes est lié au temp track, une technique peu appréciée des compositeurs et qui permet de coller des musiques temporaires pendant la phase de montage, afin que le réalisateur puisse se faire une idée de l'accompagnement musical souhaité. Dans le cas présent, il s'agissait d'une musique provenant d'une autre partition écrite en 1962 par Goldsmith, Freud de Passion secrète. Lors du montage final du film, une partie de cette musique a été retenue au profit des morceaux composés spécialement pour les scènes correspondantes. C'est notamment le cas dans la séquence où le sang acide de l'alien transperce la coque du Nostromo. This way. Next deck. Ou encore celle où le capitaine Dallas traque l'alien dans les conduits d'aération. Je vous mets un petit extrait juste après. Mais l'affront pour Goldsmith aura été de voir son générique de fin remplacé par un morceau de la symphonie romantique numéro 2 de Howard Hanson. C'est en 2007 que l'éditeur Intrada a sorti une édition complète comprenant 2 CD avec une partition étendue et chronologique ainsi que des pistes bonus. Le premier disque commence par les 57 minutes de musique que Goldsmith avait initialement prévu de placer dans le film. Viennent ensuite les 7 prises alternatives réécrites que Scott a demandées à Goldsmith. Le deuxième disque comprend la présentation complète de 35 minutes que le compositeur avait arrangé pour le 33 tours, sorti dans les années 80. C'est donc un véritable chef-d'œuvre musical, un de plus, qu'a composé Goldsmith, une partition sombre, froide, sans thème identifiable, pas d'un accès facile en écoute isolée, mais qui fonctionne merveilleusement bien avec les images malgré le charcutage opéré par Scott, qui, cela dit, fera pire avec la bande originale de Legend, toujours composée par un Goldsmith pas rancunier, mais ceci est une autre histoire. Am I Claire Lambert? I want to get the hell out of here. Oh, God, it's moving right towards you.
Pas grand-chose à dire sur les affiches du film puisque la plupart des pays reprennent le visuel américain, à 2 exceptions près. La suédoise qui ajoute la photo des 7 principaux protagonistes sans oublier de laisser une case blanche pour le 8e passager, plutôt amusant. Quant à la turque, l'œuf est toujours là, mais c'est l'imposant Space Jockey qui occupe la plus grande place sur l'affiche. Pourquoi pas, même si je préfère la simplicité et le côté mystérieux de l'affiche originale. Allez, un petit bonus que j'ai décoté, l'affiche conçue par la République tchèque. Si, c'est bien pour le film Alien. Les affichistes polonais peuvent se réjouir, ils ont trouvé plus tordu qu'eux. Alien est sorti aux USA le 25 mai 1979. Son budget final est de 10,7 millions de dollars. Le film a rapporté 3,5 millions de dollars au cours de ses 4 premiers jours, ce qui est énorme. Il encaissera au final près de 60 millions à la fin de sa première exploitation uniquement sur le sol américain. Le public français devra attendre 5 mois pour découvrir le film en salle. Sorti le 12 septembre 1979, il rassemblera un peu plus de 2,8 millions de spectateurs, soit un score impressionnant pour un film qui mélange science-fiction et horreur. Il terminera à la 6e place du box-office annuel et reste à ce jour le plus gros score de tous les films de la saga. Alien, rated R. C'est un classement R qui a accompagné la sortie du film aux États-Unis. Chez nous, la commission de classification l'a examiné en séance plénière le 21 août 1979 et l'a interdit aux moins de 13 ans. Après une longue délibération, la commission de contrôle a estimé que si, en raison d'éléments visiblement très éprouvants tenant aux lourdes angoisses nées de l'agression par des choses d'un autre monde dans le cadre d'un vaisseau spatial où l'équipage lutte sans espoir de secours extérieur et succombe d'ailleurs dans sa majorité, et en raison de la qualité de la vraisemblance même de sa réalisation, ce film appelait avec évidence une interdiction aux mineurs, elle pouvait prendre le risque de ne pas aller au-delà. Parmi les différents avis émis par la commission, on peut lire, du moins pour ceux que j'arrive à décrypter car l'écriture n'est pas toujours lisible, angoisse soutenue et des images impressionnantes pour les jeunes enfants, tension permanente et angoisse, scène traumatisante pour les enfants, climat de répulsion, atmosphère angoissante et certaines scènes traumatisantes, naissance du monstre dans le ventre d'un des passagers du vaisseau, film de science-fiction où le climat d'angoisse est permanent, plus scène d'horreur. Proposition d'interdiction aux mineurs de 13 ans. Pour info, la Fox a ressorti le film en 82 et en a profité pour demander un nouveau passage en commission et la levée de l'interdiction, mais celle-ci a été maintenue. Un des avis émis souligne même que la commission de 79 a été indulgente avec le moins de 13 ans. Traduction, cette personne aurait proposé un moins de 18 ans. Un 3e passage en commission a eu lieu en novembre 91, toujours pour demander une levée de l'interdiction, mais là encore, la commission a maintenu le moins de 13 ans, qui est devenu à moins de 12 ans suite aux nouvelles lois sur la classification des films. En octobre 1979, l'adolescent que j'étais décide d'aller voir Alien, qui vient tout juste de sortir sur les écrans. Internet n'existait pas encore, on savait donc très peu de choses sur les films. Pour ma part, je n'avais vu que l'affiche exposée sur tous les quais de gare avec son célèbre slogan « Dans l'espace, personne ne vous entend crier » et une image du Space Jockey en couverture du Mad Movies ou de l'écran fantastique, je ne me souviens plus très bien. En 1979, les histoires de monstres spatiaux étaient assez familières. Les studios hollywoodiens et les cinéastes fauchés ont produit de nombreux films où des humains rencontrent des extraterrestres belliqueux, mais beaucoup de ces films n'étaient pas particulièrement effrayants. L'une des qualités les plus impressionnantes d'Alien et l'une des raisons pour lesquelles il a aussi bien vieilli est sa direction artistique.
Avant le milieu des années 70, les décors des films de science-fiction avaient tendance à paraître propres et stériles. Suivant l'exemple de la guerre des étoiles, les créateurs d'Alien ont conçu l'intérieur du Nostromo pour qu'il ressemble à une chaufferie avec une texture vibrante et crasseuse. Bien qu'il se déroule dans l'espace, Alien est avant tout un film d'horreur. Son objectif premier est d'effrayer et il le fait en commençant par le décor. Le Nostromo est essentiellement une maison hantée dans l'espace, les couloirs exigus et moites sont claustrophobes et la lumière dramatique contribue à accentuer le danger et la menace qui pèse sur tout l'équipage. L'autre élément majeur de la conception d'Alien est sa créature titulaire, le xénomorphe. Basé sur les illustrations de Giger, le xénomorphe est à la fois la plus terrifiante et la plus belle créature jamais vue sur un écran de cinéma. Mais là où Alien se démarque de tout ce qui a été fait dans le genre, c'est dans sa dimension sexuelle. Le film multiplie les références à la reproduction et à la sexualité brutale. Les pénétrations sont violentes, le viol de Lambert, la mâchoire rétractible de l'alien en forme de pénis qui éclate le crâne de Brett et Parker, le magazine roulé introduit dans la bouche de Ripley, sans oublier tout ce qui représente un sexe féminin ou masculin, comme le Space Jockey, dont le canon levé fait penser à un pénis en érection, ou le vaisseau extraterrestre qui évoque plusieurs parties de l'anatomie féminine. Alien est la quintessence du film de science-fiction et d'horreur. Ici, point de fond vert ou d'image de synthèse devenue la norme dans le cinéma hollywoodien. Mais on pourra mettre toutes les peintures ou les effets numériques que l'on veut, ça n'aura jamais l'apparence du réel, tout comme le son numérique ne remplacera jamais les effets sanglants réalisés en direct sur le plateau. Alien introduit une nouvelle espèce extraterrestre vicieuse qui a évolué dans le seul but de tuer. Les êtres humains ont peu de chances de vaincre cette créature, c'est l'ennemi parfait. Piégés entre le vaste vide de l'espace et confrontés à une mort violente à bord de leur vaisseau, il n'y a pas d'échappatoire pour l'équipage du Nostromo. Les figures d'autorités habituelles, comme le capitaine et l'officier scientifique, tous deux des hommes, ne peuvent pas ouvrir la voie vers la sécurité, et il incombe à l'une des femmes membres de l'équipe de le faire. Le film n'insulte pas l'intelligence du public, notamment en ce qui concerne ses personnages. Aucun d'eux n'est particulièrement profond, mais ils ont chacun leur propre personnalité. Si le rythme d'Alien est lent par rapport aux normes actuelles, Ridley Scott utilise cette lenteur pour mieux faire ressortir l'attention le moment venu, en laissant juste assez de temps au public pour ressentir un sentiment de sécurité, seulement pour que cette illusion se transforme rapidement en cauchemar. Alors que dire de plus, si ce n'est qu'Alien est une merveille visuelle, un film unique né d'un scénario de série B, un chef-d'œuvre indémodable, mais aussi une œuvre d'art tout court qui doit beaucoup à Giger et bien sûr à la détermination de Ridley Scott, qui a su rassembler les artistes les plus talentueux du moment, que ce soit l'ensemble du casting Sigourney Weaver en tête, le compositeur Jay Goldsmith, en passant par la très belle photo du chef opérateur Derek Van Lint, et tous ceux dont j'ai parlé dans la partie production et tournage. Je vais faire court pour cette section puisque si vous voulez vraiment avoir la meilleure qualité possible au niveau de l'image, il faut au minimum acquérir la version Blu-ray ou mieux la version 4K qui a redonné une nouvelle vie au film de Ridley Scott. Et si vous voulez vous plonger en profondeur dans les coulisses de ce chef-d'œuvre, il faudra vous tourner vers le coffret incluant les 4 films de la saga avec 2 Blu-ray uniquement consacrés à la production et au tournage des films. Sachez que sur la version Blu-ray ou 4K, vous pouvez entendre sur une piste isolée la musique de Goldsmith telle qu'il avait prévu avant les changements opérés par Scott. Voilà, cette rétrospective est terminée. Je n'ai pas pu mettre tout ce que je voulais, sinon la vidéo aurait duré 3 heures, mais je pense avoir résumé l'essentiel de ce film culte. Merci de m'avoir écouté. Si mon travail vous a plu, n'hésitez pas à le partager et bien sûr à commenter sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour un spécial années 80, puisqu'il y aura le live consacré aux séries, et une nouvelle rétrospective autour d'une comédie culte des années 80 également. À bientôt, bye bye!